avec Maître Éric Emmanuel Sousa, avocat au barreau du Togo. Nous allons parler du Tchad, le parti du défunt président Idriss Déby, prêt à écarter les membres du gouvernement des futures élections. Nous allons également parler de la République centrafricaine, enquête judiciaire sur des présumées actions attribuées à l'armée centrafricaine et à ses alliés russes. Puis la France, Alexandre Benalla, passera en jugement en septembre. Maître Éric Emmanuel Sousa, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre rendez-vous. C'est toujours un plaisir. On va commencer par le Tchad. Le parti du président tchadien récemment décédé, Idriss Déby Itno, a réitéré mardi son soutien à la junte qui a pris le relais, mais exige une modification de la charte de transition pour interdire aux membres du gouvernement de se présenter à des futures élections. Oui, bon, je pense qu'on commence à prendre les aménagements nécessaires pour faire ressembler à cette pseudo-transition à quelque chose qui soit acceptable. Parce que une transition décrétée comme ça, verticalement, dans le contexte tchadien, était malvenue et par certains côtés une provocation. Bon, une provocation d'abord pour la classe politique, civile, qui subit depuis 30 ans les outrances d'un régime qui, par certains côtés, est honni par le peuple tchadien. Et une provocation ensuite par rapport à une rébellion qui, depuis de longues années, est toujours en train d'avancer et de réclamer des changements, sinon menace de prendre le pouvoir par les armes. Bon, pour éviter cela, on a décrété une transition, mais on se rend compte quelques jours après que en fait la mayonnaise de la transition ne prend pas, parce que ça ne trompe pas grand monde. Ce qui était mis en place était purement et simplement un habillage civil d'un coup d'État qui a été perpétré dans des conditions que beaucoup ignorent, parce que bon, les conditions dans lesquelles le président Idriss Déby est décédé nous sont encore inconnues, et les conditions qui ont présidé à la décision, parce qu'en fait, on a demandé l'avis de personne. C'est un pronunciamento militaire qui a décidé que désormais c'est un comité militaire de transition. Ils l'ont baptisé eux-mêmes. Ils en ont rédigé la charte et ils sont venus dire aux gens, voilà désormais ceux qui vous dirigent. Bon, 15 généraux, et puis on nous dit la messe est dite. Ben, le peuple n'a pas entendu comme ça, il y a eu des violences, il y a eu des manifestations de protestation, et il y a eu de la répression et des morts. Maintenant, on est en train de former, on a nommé un Premier ministre, bon, d'accord, mais la nomination du Premier ministre à soi seul ne suffit pas à régler le problème de fond. Maintenant, on nous dit qu'il y aura un gouvernement de large ouverture. Mais finalement, c'est 40 ministres et secrétaires d'État. Dans une période de transition, on a le temps de faire tout ça, là, de faire tous ces réglages avec autant de personnes. Une bonne transition, c'est un groupe de personnes qui sont désignées pour des qualités politiques ou techniques reconnues et à qui on assigne des missions particulières. Bon, 40 dans une transition, on est à la foire, quoi. Donc ça, tout ça me paraît encore très inefficace, parce qu'on m'aurait dit 12 à 18, 20, avec à chaque fois un cahier des charges, des assignations bien distinctes, bien resserrées autour d'un axe politique défini, et qui confirme qu'on est vraiment en transition. Là, j'aurais pris. Mais là, on a distribué à des amis, des postes à des anciens ministres qu'il ne faut pas frustrer pour qu'il y ait un équilibre géopolitique. C'est du folklore. Moi, vous ne pensez pas que cette sortie du mouvement patriotique du salut, comme je l'ai dit, qui est le parti du défunt président, qui prend position, c'est quand même une sortie qui peut affaiblir les militaires qui sont au pouvoir? J'en sais rien. C'est le parti de papa. On ne va pas se fâcher avec le parti de papa. Moi, j'en sais rien. C'est une stratégie. Non. Sincèrement, je ne suis pas sûr que ceux qui font tout ça sont dans la stratégie. Hein. Chacun réagit, finalement, vous savez, à l'instinct, quoi. Mais c'est l'instinct politique qui parle. C'est pas de la stratégie. Parce que si c'était de la stratégie, c'est pas comme ça qu'on s'y aurait pris.
C'est pas comme ça. Bon, alors à ce moment-là, si c'était de la stratégie, c'est pas le parti de papa qui va faire le job. On aurait dû peut-être s'associer d'autres accointances, on va dire, politiques. Voilà. Mais là, non. On est dans un entre-soi. Bon, vous savez, c'est en famille, quoi. Là, en ce moment, on se bagarre, on est toujours autour de la même assiette, et c'est qui va prendre le jarret, qui va prendre la tête, c'est tout. Mais c'est toujours la même pièce de bœuf qu'on est en train de dépiécer, hein, c'est tout. Et Ces gens ont l'habitude de manger ensemble, donc bon, ouais, il n'y a pas de problème. Et ce qui est surprenant dans la sortie du mouvement patriotique du salut, c'est qu'on doit le Premier ministre actuel, les membres du gouvernement, mais on ne parle pas forcément de Mahamat Idriss Déby Itno, le fils du président Idriss Déby. Ah, qu'est-ce que vous voulez qu'on lui dise? Ah, il est le fils d'eux, il a pris la place d'eux, et puis bon, voilà, lui, il a fini sa mission. Hein. Maintenant, conduire le Tchad vers la paix, ça ne me semble pas dépendre que de lui. Hein, avec ses hauts faits d'armes de généralissime ultra galonné, je ne sais pas trop ce qu'il va faire. Hein. Tout seul, il n'a aucune légitimité. Il n'a même pas de capacité politique à gérer les crises actuelles auxquelles le Tchad est confronté. Il faut se dire la vérité. Non, on part en aventure encore avec cet attirail-là. Donc bon, il faut que la classe politique tchadienne se ressaisisse vraiment, opposition comme parti majoritaire, et qu'on essaye de définir vraiment ce que va être cette transition, parce que pour l'instant, c'est parti dans tous les sens, et ça me semble pas ressembler à quelque chose de construit de façon rationnelle, dans un but bien défini et connu d'avance par tout le monde. Ceux qui sont nommés ministres, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils sont nommés ministres, point. Ils savent qu'ils sont ministres, mais pour faire quoi pendant la transition, ils ne savent pas. Et selon vous, Albert Bahimi Badaké, qui est le Premier ministre actuel, on l'a peut-être désigné pour essayer de faire le consensus. J'espère qu'il fera le consensus. On a nommé un super ministre de la réconciliation. Bon, c'est devenu la mode. On fout le bordel et après on nomme des ministres de la réconciliation. C'est la mode. Chez nous, en Afrique gondouanaise, c'est ça. On invente des choses, des concepts. Vous voyez, Mandela, superbement inspiré, avait fait une commission réconciliation, justice. Et partout, on fait commission réconciliation. Et maintenant, la mode, c'est de nommer des ministres de la réconciliation, mais qui se promènent de ville en ville pour rencontrer des victimes d'exactions. Et à la fin, on vient dire, réconcilions-nous. Mais bon, surtout, ne faisons pas de vagues, pas de justice, surtout pas. Mais on va réconcilier au forceps des gens qui demandent d'abord justice, qui demandent d'abord à être écoutés et compris, et qui veulent savoir juste comment leurs enfants, leur père, leur oncle sont morts, comment leur maison a brûlé, et pourquoi papa a disparu le jour où on est venu le chercher. Non, non. Il faut se réconcilier. Ça devient une réconciliation, là aussi, à la pointe de la gâchette, quoi. C'est ça. Réconciliez-vous, sinon... vous allez voir ce qui va vous arriver. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est du folklore. Moi, je n'accorde pas beaucoup de crédit à tous les scénarios qui sont à l'œuvre à ce moment. Parce que bon, ça devient encore de la petite guéguerre politicienne, quoi. Bon, on va retomber dedans très vite, hein, vous allez voir. Parce que bon, des gens sont au gouvernement en étant dans l'opposition avant, on les a fait venir. Bon, ils acceptent bien d'être là, mais... à condition de ne pas trop les gêner. Ils vont dire quoi par rapport à... Quelles sont leurs positions par rapport à ce qui s'est passé? Bon, alors, le ministre de la Justice demande au parquet de diligenter des enquêtes pour savoir dans quelles conditions les gens sont morts. Puisque l'armée dit n'avoir pas tiré. Il faut bien que quelqu'un les ait tués, quand même, ces gens-là. C'est une milice privée. C'est la milice du parti. Enfin, il faut quand même élucider ces choses-là. Parce que, bon, les Tchadiens vont à l'abattoir à chaque fois qu'ils sortent, et on vient nous dire qu'on va les réconcilier. Les rebelles, il faut les réconcilier, hein, parce que c'est avec eux d'abord qu'il faut discuter, parce que c'est l'ennemi déclaré avec qui il faut discuter. Alors tout ce qu'on fait à N'Djamena, oui, mais tout ce qui se passe à N'Djamena sans eux ne va pas concourir à la réconciliation s'ils ne sont pas à la table de négociation. Alors on réconcilie sur quoi? Et on négocie quoi? Parce que si les rebelles disent, nous, ce qu'on veut d'abord, avant de nous asseoir, c'est que le petit Itno, il dégage, vous pensez que ça sera acquis? Ça sera facile à faire? Bon, or, ils ont des griefs.
Parce qu'il faut quand même se dire une chose. Les rebelles au Tchad, à chaque fois, vous voyez, c'est toujours cyclique. Hein. On est toujours le rebelle de quelqu'un avec qui on a été avant. C'est pas des étrangers qui débarquent et qui veulent prendre le pouvoir. C'est souvent des gens qui étaient avec le pouvoir et qui entrent en rébellion contre le pouvoir. Donc, finalement, on a l'impression que c'est aussi une histoire de famille, quoi, de clan. Donc, amenez-les et parlez réconciliation avec eux, mais pas en N'Djamena, entre vous, en faisant des coteries dans lesquelles vous discutez d'une réconciliation qui est juste sublimée. Non, il faut être plus sérieux que ça. On quitte donc le Tchad et N'Djamena pour un pays qui est juste à côté de ce pays, la République centrafricaine. Les autorités de ce pays ont annoncé mardi l'ouverture d'une enquête suite aux révélations du média français RFI et du rapport du groupe de travail des Nations Unies sur les violations graves des droits de l'homme commises dans le pays par les forces armées centrafricaines et leurs alliés russes et rwandais. Maître, on parle plus des actions au niveau des rebelles. Et là, voilà, c'est une enquête de RFI qui sort là, les actions de la part des forces armées centrafricaines et de leurs alliés russes et rwandaises. Que dit le gouvernement centrafricain par rapport à ça? Ah oui, les enquêtes se seront menées. Et si c'est vrai, ils seront punis, les auteurs seront punis. Est-ce que c'est nouveau en Centrafrique? Non, mais bon, ça fait partie des choses dont il faut qu'on parle, d'accord, avec une certaine décontraction, parce que c'est tellement grave que, bon, à chaque fois que ça se passe, on vient faire grand cas parce que c'est des étrangers, mais tous les jours, il y a des femmes qui sont violées en Centrafrique. Tous les jours, il y a des gens dont les maisons brûlent encore et qui n'ont pas de paix, pas de sommeil en Centrafrique, par le fait de Centrafricains. Mais on n'en parle pas. Et là, parce que c'est des Russes, vous avez vu la réaction de la Russie, elle s'indigne en disant que ce sont des ragots, c'est de bouche à oreille que les faits ont été allégués et que bon, ça ne repose sur aucun élément sérieux et que d'ailleurs ils contestent la légitimité et la véracité des faits et en s'indignant de ce que un média comme RFI aille se commettre dans de pareilles facilités. Bon, et puis après, qu'est-ce qu'on a? Rien. Donc en fin de compte, il s'agit de dénonciation plutôt que de faits qu'on a constatés, avérés. Donc bon, qu'on les dénonce, je veux bien, mais qu'on punisse, ça je veux plus. Parce que c'est toujours ce qui se passe en Centrafrique. Personne n'est puni. Ça se passe tous les jours, mais on ne punit personne. On est d'accord, le gouvernement centrafricain, il a, disons, un territoire de compétences qui se limite à Bangui et sa périphérie. Au-delà, quand vous allez un peu plus loin, il n'y a plus personne. Donc, effectivement, quand vous mettez les Russes, de temps en temps, ils commettent des exactions. On avait dit ça de Français aussi, vous vous souvenez? Pas très longtemps. Donc, sincèrement, c'est fatigant à chaque fois de venir dire « Ah, c'est affreux », parce que ceux qui commettent ça ont la peau blanche, mais quand c'est nous-mêmes tous les jours, finalement, ça serait plus acceptable. Et personne ne fait rien. Mais attendez, imaginez 2 secondes qu'on vous dise que, voilà, dans le cadre d'une opération organisée par l'ONU, des corps habillés togolais se sont trouvés en Hongrie et ont commis des exactions sur les populations. Je vous garantis qu'on n'attendra pas que ce soit la communauté internationale, la police et toutes les forces disponibles vont courser ces Togolais et ils feront face à la justice hongroise. Ou peut-être togolaise si le Togo accepte de coopérer dans le cadre d'une coopération judiciaire. Mais là, ici, ça se passe et on vient comme si, en fin de compte, on vient dire son dépit de ne pas pouvoir faire grand-chose. Parce que les Russes, c'est des mercenaires qu'on a fait venir pour appuyer nos forces. Alors bon, mais quand ils commettent des exactions, on est tellement content qu'ils soient là qu'on va quand même pas tirer sur. Voyez-vous, Voilà. on va quand même pas leur
tailler les rapières. Donc du coup, bon, ben voilà, ça se passe. Et on est content qu'un journaliste de RFI se plaigne ou révèle la chose. Mais non, c'est pour ça que je l'ai posé la question, la toute première. Qu'est-ce que le gouvernement centrafricain en dit? Ils ouvrent des enquêtes tout le temps, et puis ça s'arrête là. Au-delà de l'enquête ouverte ou de la déclaration d'intention de faire l'enquête, est-ce qu'on a déjà vu des résultats avec des gens arrêtés, qu'ils soient blancs, noirs, jaunes? On ne le voit jamais. Et c'est de ça. Alors que, vous voyez, il y a une MINUSCA qui est là, depuis toujours, on renouvelle, on finance, on met des millions dedans, de dollars, hein, pas de CFA, de dollars, chaque année. Un budget astronomique. Mais non, à chaque fois, c'est la même chose. Ils peuvent même pas protéger les petites filles. Même pas protéger les petites filles. Et on les retrouve en train de verser dans la pédocriminalité. Quand même. Et maître, je sais que vous n'aimez pas trop tirer sur ce que les médias font, mais est-ce que vous pensez que cette sortie de RFI est vérifiée? Ah non, je n'en sais rien. Justement, c'est pour ça que je vous dis ma frustration, parce que, en fait, que ce soit révélé par un journaliste de RFI ou de BBC ou whatever, c'est pas le problème. C'est pas ça le problème. Et il a fallu que quelqu'un le dise. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Et dans le qu'est-ce qu'on a fait, j'attends pas que ce soit la MONUSCO, enfin, pardon, pas la MONUSCO, la NUMISMA, non plus, c'est pas celle-là. Bref, j'attends pas que ce soit une autorité étrangère qui règle le problème et qui mène l'enquête. J'attends à ce que le gouvernement centrafricain se saisisse et investigue correctement. C'est ça mon problème. En tout cas, Éric Didier Tambo, le procureur général de la cour d'appel de Bangui, a promis qu'une enquête sera faite. Et vous, maître, vous dites que oui, les enquêtes vont se faire, mais visiblement, les gens ne seront pas sanctionnés par la suite. Mais écoutez, non, je veux dire, on nous dit, là c'est très clair, hein, on dit ce sont des éléments des forces armées avec la complicité d'éléments russes. C'est très précis. Oui. Bon, donc, ils sont là comment, les Russes? Ils sont arrivés comment? Sur invitation. Oui. Alors, vous voyez, on traite bien ses invités et à la fin, on leur offre en ripaille aussi nos filles. Pourquoi pas? C'est de ça qu'il s'agit. C'est scandaleux, c'est répugnant, c'est scandaleux, mais bon, maintenant qu'on le dit, on attend à ce que quelque chose se passe. Ça sera quoi? Aucune protestation. Allez leur demander s'ils savent exactement le nombre des éléments russes qui sont là en train d'opérer tous les jours, entre ceux qui partent, ceux qui rentrent. Je suis sûr que vous n'aurez pas le nombre exact. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas, les Russes? Ils sont là pour aider les forces armées centrafricaines. D'accord, ok. Bon, alors protéger le régime en place. Ok, alors, face à l'avancée des rebelles. D'accord. Alors on va dire les Russes sont mauvais. On va prendre les Moldaves parce que au point où nous en sommes, à peu près tout le monde peut venir pour faire la même mission. Hein. Ouais. Voyez-vous, c'est ce qui me scandalise à chaque fois. On met des moignons, quoi. C'est-à-dire on fait des cautères sur des jambes de bois et on dit on règle les problèmes. Et ils sont là depuis. Les problèmes de la Centrafrique sont là depuis combien d'années? Ça fait belle lurette. Bon, ça fait 20 ans, on ne les règle pas. On a toujours des problèmes, une instabilité politique, une rébellion armée qui est quelque part et qui arrive et qui terrorise les populations. On ne règle pas ça. Oui. Maître, quel est l'intérêt pour les Russes, les Centrafricains, les Rwandais, qui sont venus, comme je l'ai dit tout à l'heure, aider les forces armées de ce pays, protéger le pouvoir en place, de s'en prendre peut-être aux civils? Non, attendez. Je ne dis pas qu'ils s'en sont pris aux civils. Ils commettent des exactions et aussi des abus sexuels. C'est de ça qu'on a parlé. Ouais. Bon, pour faire ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas besoin d'être russe ou de porter des armes. Il y en a qui le font débonnairement, comme ça, en ville, tous les jours. Et dans les villages, tous les jours. Mais ça non plus, on n'en parle pas beaucoup. C'est pour ça que je dis qu'on fasse un cas spécifique qui devienne un cas de préoccupation internationale du fait que ce sont des Russes. Alors ça devient plus grave. Je dis faisons attention quand même.
parce que, bon, on focalise peut-être inutilement sur quelque chose qui ne devrait pas retenir autant l'attention. Sinon, on sévit et on dit, écoutez, toutes les troupes russes n'ont qu'à partir. Et puis comme ça, on règle le problème, on les remplace. Ou bien, ou alors on fait des enquêtes sérieuses et on identifie les auteurs et on les punit. Alors si on n'est pas capable de ça, ça sert à rien de venir geindre en disant c'est grave parce que les Russes sont chez nous en train de faire des choses vilaines à nos enfants. Alors, direction l'Hexagone, où l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron à l'Élysée sera jugé le 13 septembre du 13 septembre au 1er octobre pour des violations commises lors de la manifestation du 1er mai 2018 et pour l'utilisation frauduleuse de passeports diplomatiques, a annoncé mardi 4 mai le tribunal correctionnel de Paris. Pour deux faits, Alessandre Benalla sera jugé, maître. Je crois, on a eu un petit malentendu parce que moi je m'étais préparé à répondre à vos questions sur la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon. Mais bon, après tout, on peut mélanger, maître. On descend de très 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 haut en tombant sur Alessandre Benalla, dont les turpitudes judiciaires me laissent complètement froid. Parce que bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est un garçon qui a des qualités incontestables, qui lui ont permis de devenir collaborateur du président Macron, et dans ses débordements de testostérone a fait les gros bras avec des gens qu'il n'aurait pas dû agresser, et se retrouve aujourd'hui traîné devant la justice pour avoir disposé d'un passeport diplomatique auquel, de toute évidence, il n'avait pas droit, et pour violence volontaire sur des agents. Ouais. C'est bien ça qu'il s'agit. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise de ça? C'est quand même un événement très ordinaire. Quelqu'un qui est un proche du tout président français Emmanuel Macron. C'est un exemple à copier peut-être par les Africains. À qu'il soit poursuivi? Oui. Ah ben oui, mais attendez, moi je dis pas que c'est un exemple. Je dis que ça devait être la norme. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, la proximité avec un chef d'État ne devrait pas créer une immunité de fait. Ouais. Non. Quand vous avez mal agi, surtout qu'il s'agit de délits de droit commun. Bon, la détention d'un passeport diplomatique me paraît être quand même quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Ou le passeport est faux, ou bien c'est un vrai faux passeport diplomatique délivré par une administration qui vous l'a donné pour couvrir une opération, un voyage particulier, etc. Bon, ça existe. Mais pour autant, on n'est pas répréhensible parce qu'on détient un passeport diplomatique alors qu'on n'y avait pas droit. Sinon, beaucoup de gens, pour avoir juste été, je dis même pas l'épouse, mais de vulgaires gamines, je dis ça sans mépris, pour le simple fait qu'ils occupent un rang quelconque dans l'organigramme libidineux d'un prince, ont des passeports diplomatiques. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, passeport diplomatique en Gondwana, c'est disponible pour beaucoup de gens. C'est les privilèges, on les donne comme ça. Donc, vous voyez, c'est pas en soi répréhensible, vous comprenez ce que je veux dire? Mais là, on fait un grand cas. Comment ils ont fait pour qu'il l'ait? On n'a pas, il n'y a pas un compte, on numérote pas, on vérifie pas à qui on l'attribue. Bon, donc ça doit pas être que lui si il s'agit d'un faux passeport. Ça ne doit pas être que lui, à moins que ce soit un faux matériel. Et dans ce cas, oui, mais si c'est un véritable passeport, je veux dire réel au sens administratif, et qui se retrouve entre ses mains alors que son statut ne devrait pas lui permettre d'en disposer, là on est dans un cas de fraude qui ne devrait pas impliquer que lui. Donc il est tout seul à la barre, et à mon avis, sa solitude est plutôt à déplorer. Mettre en quelques mots la célébration de ce bicentenaire. Vous êtes là pour cela, on ne va pas vous lâcher sans le dire. Ah bah écoutez, non, mais avec plaisir, parce que vous savez, j'ai une connexion astrale avec Napoléon, étant un natif du 2 décembre. Et le 2 décembre est une date qui a aimanté
les Napoléons, que ce soit Napoléon Ier, Napoléon III. Et oui, Napoléon est un personnage central de l'histoire de France. C'est probablement l'un des plus populaires personnages. Il a été, à mon avis, l'organisateur de l'État, celui qui a créé les grandes institutions, le Conseil d'État, les préfectures, au niveau académique, le lycée, le baccalauréat, et surtout, pour l'avocat que je suis, c'est celui qui a créé le Code civil. Et pour ça, simplement, le Code civil français vaut tous les monuments, parce que bon, il a essaimé au-delà de la France, et nous-mêmes, ici, en Afrique francophone, nous bénéficions des traditions du Code Napoléon. Donc, bon, et notre architecture juridique, on appelle ça comme ça plutôt, est autour des notions principales du Code civil. Donc, quelque part, celui qui a fait ça mérite quand même une attention particulière pour le génie politique qu'il a eu d'avoir créé ça. Maintenant, c'est un personnage très controversé, parce qu'on lui reproche beaucoup de choses aussi. Bon, le fait d'avoir rétabli l'esclavage alors qu'il était aboli 8 ans avant, il a fait ça en 1802. Bon, il faut toujours juger les gens par rapport à leur époque aussi. À un moment où il rétablissait l'esclavage sévissait aux États-Unis aussi et a dégénéré en guerre sanglante quelques décennies après. Mais bon, vous savez, un homme, c'est un tout. Et souvent, plus ils sont grands, plus leur part d'ombre est épaisse. C'est la raison pour laquelle je dis tout le temps que bon, Napoléon est un personnage d'exception. Il a fait des guerres avec une rage exceptionnelle. Et bon, il a perdu, ce qui lui a valu d'être envoyé en exil et de mourir en exil. Bon, c'est un personnage historique très intéressant. Merci beaucoup à vous, maître Éric Emmanuel Sosa. Merci. C'est un plaisir. Allez, on va marquer une petite pause ou bien une grande pause parce que le journal va passer et puis on revient pour Regard croisé.